Partir. Rester fort. Trouver. S'échapper, chercher. Préférer. Parler, abandonner. Gagner, analyser. Dépendre. Lire, se dégrader. Dépendre et mettre en ordre. C'est varié. Investir. Mentir. S'opposer. Respirer. Important. Redoubler. Savoir. Être enfant ou adulte, quand est-ce qu'on devient vraiment? Je m'appelle Laurence Vanov. J'ai décidé d'apporter un peu mon témoignage à tout ça parce que j'ai aussi des choses à dire sur la transidentité parce que c'est ce que je vis aussi. Je suis trans FTM. Bonjour, je m'appelle Kim Barbet et j'ai donc accepté de participer à ce projet parce que je pense que c'est important de faire entendre aussi les voix et les expériences des personnes transgenres et non-binaires. Moi c'est Fanny, j'ai 24 ans et je suis non-binaire, en tout cas je me définis comme telle. Et j'ai choisi de participer au documentaire parce que, comme en ce moment on commence un peu à parler de la non-binarité dans les médias, je trouve ça intéressant de donner aussi mon point de vue pour une fois que je suis concernée. Je m'appelle Romain, j'ai 23 ans et j'ai décidé de faire ce documentaire parce que je trouve que la représentation des transgenres aujourd'hui est assez erronée. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 21 ans, j'habite à Lille. Je suis en première année de BTS des métiers de la coiffure et je suis une femme transgenre. In order to get the right answers, we need to ask the right questions. And still, I ask myself, what do we find at the end? Alors évidemment, ce que j'ai redouté le plus, c'est avant tout de l'incompréhension. Et je pense que c'est normal. Et d'ailleurs, je pense qu'on est tous un peu confrontés à ça. Et la deuxième chose, surtout, c'est le rejet. J'avais extrêmement peur que mes proches me rejettent parce que on a beau savoir qu'ils sont ouverts d'esprit, on sait jamais dans ce genre de situation comment ils vont réagir. Et c'est ce qui m'effrayait le plus, de perdre mes parents et les proches, mes amis. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Quand je me suis enfin assumée, je pense que le truc que j'ai le plus redouté, c'est l'abandon. Enfin, je pense que ça doit être assez commun à beaucoup de personnes trans, mais je pense que j'ai le plus redouté, c'est d'avoir un rejet de la part de ma famille, un rejet de mes amis, ou même général. Je pensais vraiment que beaucoup de gens allaient se désolidariser de moi et ne plus vouloir me parler ou me voir différemment, enfin voilà. C'était vraiment ma pire peur, le rejet. Ma famille elle est absolument pas au courant. Une fois j'ai essayé de faire pas une blagounette mais à dire à ma mère quand je portais, j'ai essayé un maillot je crois ou un pantalon, je fais ah je suis beau hein, sans utiliser le féminin, exprès. Et elle a pas rebondi. Je crois que soit elle a pas fait attention, soit elle s'en fout. Mais donc du coup j'ai pas besoin de parler de ça avec ma mère. Elle a un petit peu de mal avec le fait que j'ai les cheveux courts mais je lui ai très bien fait comprendre que je m'en fous complètement de son avis donc à ce niveau-là, j'ai pas trop à m'inquiéter. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à m'assumer en tant que femme transgenre et à faire mon coming out? Il y a deux éléments principaux qui m'ont poussé un peu. C'est le premier élément, c'était que en fait, je sentais un véritable décalage. J'ai toujours senti une sorte de décalage, une sorte de malaisance en fait dans ma vie, et quand j'ai commencé à lire et quand j'ai commencé à me rendre compte que je la ressentais beaucoup moins quand par exemple sur internet de façon anonyme je me genrais au féminin. Du coup j'ai commencé à expérimenter et c'est quand je me suis rendu compte qu'effectivement ça m'allait, que je me sentais moins mal à l'aise, que je me sentais plus moi en fait quelque part. J'ai vraiment voulu m'assumer pour continuer à pouvoir finalement m'assumer, pas seulement en tant que femme transgenre mais aussi au niveau de qui je suis en général.
Et ensuite, l'un des éléments qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours eu ce côté un peu sale gosse au niveau du genre et de la sexualité, dans le sens où j'ai toujours aimé brouiller les pistes un peu parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont tendance à considérer par défaut que les gens sont cis et hétéros, et du coup j'ai jamais vraiment eu de réponse claire sur ma sexualité ou mon genre. En tout cas, mon genre, jusqu'à très récemment, j'ai jamais eu vraiment de réponse claire. Et du coup, ça m'intéressait pas d'avoir une réponse claire et d'envoyer un message clair aux gens, de dire, surtout sur la sexualité, parce que les questions de genre, j'en ai jamais vraiment entendu parler avant. Mais effectivement, j'ai toujours aimé un peu brouiller les pistes et essayer de combattre l'idée que j'étais un peu hétéro par défaut, et du coup j'ai eu cette facilité là quand je me suis rendu compte que j'étais transgenre, finalement ça change pas de ce côté sale gosse que j'ai toujours eu. Je pense que la décision d'annoncer, de faire mon coming out en tant que personne trans a été le plus difficile à annoncer à ma maman. Parce que je suis très très proche d'elle et j'avais extrêmement peur de la réaction qu'elle pouvait avoir. Et j'avais pas tort, puisqu'elle a pas compris. Au départ, elle m'a expliqué que c'était pas possible, que je pouvais pas être une femme, parce que c'est pas ce que je suis. Ça a été très très difficile à lui faire, déjà, comprendre, et deux, accepter. Et j'ai la chance qu'aujourd'hui, elle ait enfin compris que la décision que j'ai prise est irréversible, que je vivrai avec ça toute ma vie, et qu'il fallait qu'elle l'accepte, en fait. Parce que c'est la personne que je suis. Le plus difficile à annoncer, je pense que ça a été à mon père, parce que j'ai plus spécialement de bons rapports avec mon père. Mes parents sont séparés et j'ai j'ai pas vraiment des très bons rapports avec mon père à cause de ça. Et j'ai eu très peur en lui annonçant, surtout que je lui ai annoncé que par message, et en fait on n'en parle pas spécialement, c'est un peu le sujet dont on parle pas trop à la maison, quoi. Mais j'ai pas eu de rejet de sa part, j'ai eu un message, j'ai eu une réponse, il m'avait dit qu'il me soutiendrait, qu'il m'aimait toujours, ce genre de choses qui font du bien, parce que quand on a eu la peur d'être rejeté ou abandonné, c'est encourageant, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais donc voilà, c'est vraiment mon père, j'ai vraiment eu très très peur de lui annoncer. Comment as-tu choisi ton prénom? Alors c'est très simple, un jour j'ai été voir ma maman et je lui ai demandé si à la naissance j'avais été une fille, comment elle aurait décidé de m'appeler. Et elle m'a répondu qu'elle avait choisi le prénom de Manon. Et donc quand je l'ai entendu, je me suis dit yes, c'est mon prénom, c'est comme ça que je me ressens, c'est le prénom qui me correspond. Donc mon prénom Kim, j'ai choisi parce que c'est simplement comme ça qu'on a commencé à m'appeler, tout d'abord dans l'optique un peu de me taquiner, puis c'était en référence en fait au dessin animé Kim Possible, donc un personnage féminin. Et je me suis rendu compte que finalement, par rapport à mon dead name, ça me correspondait plus, ça se faisait plus moi, et c'était notamment l'un des éléments qui a fait que je me suis rendu compte que j'étais transgenre, et donc ça m'est resté. Quelle relation as-tu avec ton dead name? Donc pour ceux qui ne sauraient pas, un dead name, c'est ce qu'on appelle un prénom mort, c'est-à-dire un prénom qui, par exemple dans mon cas, le prénom masculin qui m'a été assigné à la naissance, et dans le cas d'un gars trans, son prénom féminin qui lui a été assigné à la naissance. Donc c'est les prénoms qui se trouvent sur la carte d'identité. Et la relation que j'ai avec lui, c'est assez difficile, à vrai dire. Je le déteste parce que il reflète une personne que je ne suis pas et que je n'ai jamais été. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de mal à l'accepter, et j'ai extrêmement hâte qu'il disparaisse enfin entièrement de ma vie. J'ai hésité, mais j'ai pas hésité forcément très longtemps, parce que j'avais vraiment le besoin de le montrer à ma mère, de lui montrer qui j'étais, ce que je ressentais au fond de moi. J'avais vraiment besoin de lui montrer, c'était primordial pour moi presque. Donc j'en ai parlé très vite, et ça a d'abord été par des petites allusions, plutôt des petites allusions. Plutôt, tu penserais quoi si je te disais que j'étais un homme, ce genre de choses. Mais
Mais j'ai pas hésité forcément très longtemps, ça a dû être quelques jours après vraiment avoir fait ma prise de conscience, on va dire. Il y a des familles où c'est plus difficile, soit d'être non-binaire, soit d'être trans, ou en tout cas d'être queer, puisque la famille aura encore en tête les injonctions de genre, ou de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, ou alors avoir des angoisses sur la protection de leur gamin. What lies ahead of us and what lies beneath us. And with a breath, we leave those we love behind to seek something greater. And you laid behind as I walked away, and you laughed at my madness. And I let tears scratch my heart. La différence entre le soutien qu'on a avec Internet et le soutien qu'on a avec nos proches, c'est totalement différent dans le sens où avec nos proches qui connaissent absolument rien, on a toujours le ouais c'est bien mais retourne te coucher, fais tes choses de ton côté, m'emmerde pas avec ça. Alors que du côté d'internet, on a toujours je te soutiens, je soutiens tes pronoms, je soutiens ton chosen name, le nom que t'as choisi. Alors que la famille, c'est vraiment le dead name avant tout. Et pas nécessairement d'effort fait derrière pour changer du dead name vers le prénom choisi, quoi. Le soutien via internet, ça va plus être. Je trouve qu'il va être beaucoup plus axé sur l'information. Parce que via internet, on peut facilement, on a le temps de prendre, on peut prendre le temps d'expliquer bien les démarches à faire, comment se procurer telle ou telle chose. Ça va être beaucoup plus simple au niveau de l'information. Mais je trouve qu'au niveau du soutien physique, ça va plus être des encouragements. Ça va plus être des phrases d'encouragement que je vais avoir plutôt que des informations. Je trouve que le soutien physique va pas forcément toujours m'apporter les informations. Tandis que sur internet, si j'oublie quelque chose, si j'oublie un détail qu'on m'a donné, je peux très facilement regarder et me dire « Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit ça », enfin, voilà. Moi, je connais la non-binarité à la base parce que je lisais beaucoup de blogs et ensuite de profils Twitter de personnes féministes, de personnes non-binaires, de personnes transgenres, personnes autistes aussi, qui en parlent assez facilement, qui expliquent pourquoi elles se considèrent comme non-binaires ou comme transgenres. Notamment, il y en a une qui s'appelle, son pseudo c'est Chaussette Impair, ou son arrobas c'est Biaise, qui est autiste et non-binaire. Alors au début, quand je commençais je sais pas le pronom donc, à suivre cette personne, cette personne expliquait très bien que c'était lié à la fois à son autisme et que c'était aussi un long cheminement dans son vécu. Et cette personne expliquait pourquoi et en quoi elle était non-binaire. Ça m'a vraiment intéressée parce que c'est quelque chose que j'avais jamais lu nulle part. Cette expérience assez double. Et au début je me dis c'est intéressant, mais moi je me considère pas comme telle, je peux pas me revendiquer de cette identité parce que moi je suis cis, je suis pas trans et je suis pas autiste non plus, donc bon. Je l'ai gardé quand même dans un coin de ma tête. En me disant c'est quand même vachement intéressant sur le plan politique, comme je vous disais au début, puisque ça permet de remettre vraiment en cause toutes les injonctions liées au genre. Là, ça fait à peu près 1 an que je me définis moi-même comme non-binaire, puisqu'à force de lire des expériences variées, je me suis dit, tiens, ça colle aussi à ce que je ressens moi, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me définir comme un mec, puisque je me revendique pas comme une fille. Pour moi, ça colle pas, parce que à la fois à cause des injonctions, j'ai pas envie de respecter les injonctions masculines, tout simplement, et j'ai pas assez d'expérience ni d'envie de vivre en tant que mec. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc entre les deux à trouver, et c'est en suivant cette personne et d'autres personnes de son réseau, je me suis dit, tiens, effectivement, non-binaire, ça colle. Alors, est-ce que j'utilise YouTube et Twitter ou Facebook pour m'informer des différents parcours et des différentes étapes ? Pour le coup, oui, c'est un de mes outils principaux, sachant que je ne connais pas forcément beaucoup de personnes qui sont ouvertement trans ou non-binaires. Et j'en connaissais encore moins avant d'être out moi-même. Du coup, effectivement, Internet et des plateformes comme Twitter et YouTube m'ont beaucoup aidé. Tumblr aussi, qui est une plateforme où j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de transition et
ces sites ont vraiment été aussi des sources d'informations assez précieuses pour pas mal d'étapes de la transition, mais aussi pour tout ce qui était des expériences et pour me rendre compte qu'effectivement dans plusieurs choses que j'avais vécues, que j'étais pas la seule à avoir vécu ces choses. Oui, j'utilise beaucoup Facebook surtout. Twitter beaucoup moins, même si je sais qu'il y a pas mal de personnes trans sur Twitter qui exposent un peu leur parcours, tout ça. Et aussi bien sûr YouTube, je regarde beaucoup de vidéos de transition, d'informations aussi sur les hormones, etc. Je regarde beaucoup, j'ai même regardé certaines opérations, c'est des schémas d'opérations sur YouTube. Enfin, je me suis vraiment beaucoup informée, documentée grâce à tout ça. Et je pense que ça peut vraiment aider les jeunes parce que ils ont des exemples, c'est pas vraiment des modèles, mais ils ont déjà une petite idée de comment ça va continuer dans leur transition en fait. C'est plus facile de trouver du soutien sur internet, soit dans les réponses qu'on peut recevoir, soit dans les ressources qu'on peut trouver, que dans la vraie vie, entre guillemets, dans le monde réel, puisque c'est déjà difficile de trouver des assos ou des lieux pour les LGBT tout court, ou LGBT+. Alors des lieux spécifiques pour non-binaires avec des ressources, avec des personnes qui peuvent nous soutenir physiquement, moralement, dans des câlins, en envoyant des messages, c'est beaucoup plus compliqué. À la fois parce que au début, comme je disais, c'est assez moins connu, et à la fois par les contraintes matérielles, tout simplement. Sachant que moi, mes proches, il y en a plusieurs avec qui j'ai dit que j'étais non-binaire, il y en a qui le devinent, il y en a qui en ont rien à foutre en fait. Mais c'est plus des amis en fait. Oui, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs trans et il y a notamment une youtubeuse bien sûr, enfin MTF, que j'ai suivie pendant un certain temps parce que malgré tout elle pouvait quand même apporter pas mal de conseils, même si c'est pas le même genre de transition, mais elle apportait beaucoup, elle était adorable avec sa communauté YouTube et je me suis dit vraiment ça m'a donné du courage et ça m'a donné envie de poursuivre mes démarches. Si vous connaissez, c'est Laura Badler. Comme je disais tout à l'heure, les personnes non binaires que je suis, c'est surtout sur Twitter. Donc il y a Biez, Chaussette en paire. Il y a Ellie, c'est une autre personne autiste et non binaire qui joue beaucoup sur son apparence. C'est une personne très très fan de manga et d'univers de romans, donc elle utilise beaucoup le cosplay ou les liens avec ces personnages-là qu'elle aime bien. Donc, et souvent elle poste des selfies sur Twitter en mode « Oh, j'en suis super beau ». La personne se genre beaucoup au masculin, mais elle se définit comme non-binaire, donc c'est assez sympa à suivre. Sinon, je connais une personne non-binaire en vrai, mais c'est encore une fois c'est sur Witchestown, on s'est vu qu'une fois. On se suit pas comme ça serait sur un compte Twitter, on suit ce que dit l'une l'autre sur Witchestown, mais c'est pas comme si je suivais un youtubeur quoi. Et comme je disais, les explications de Biez, ça m'a beaucoup aidé parce que ça liait aussi l'expérience de genre avec l'expérience de classe. La personne vient d'une classe populaire, donc elle peut vraiment mettre en parallèle son expérience de genre, les injonctions de ses parents par rapport à ça, son envie de faire des études aussi, qui sont liées, vu que c'est une personne qui est assignée femme à la naissance, ses parents considèrent qu'il faut absolument qu'elle fasse des études courtes pour rentrer dans la vie active, avoir un foyer, etc. Ça a joué aussi dans son expérience de non-binarité. Et je trouve ça intéressant à savoir, même si c'est pas du tout mon expérience, mais c'est assez intéressant à savoir. Ça me permet de réfléchir à mon genre, mais aussi de manière intersectionnelle à d'autres choses. Alors évidemment, avec l'essor d'Internet, il y a une plus grande facilité à la communauté des personnes trans de s'exprimer, de se faire entendre, et de pouvoir avoir des personnes qui nous écoutent. Mais évidemment, si ça nous permet de parler de manière plus simple, évidemment, ça permet aux personnes qui ne nous acceptent pas, aux personnes transphobes, de eux aussi s'exprimer à leur manière, et ce de manière plus simple également. Donc, je pense que c'est un mix des deux. Il faut accepter le fait que puisque nous, on peut se parler, évoquer nos parcours, s'entraider entre chacun, de manière plus libre, plus simple, évidemment,
derrière, ça implique que les personnes transphobes ont une plus grande facilité à nous insulter, à prendre contact avec nous, puisque je trouve ça bête, mais je pense pas que la majorité des personnes transphobes iraient jusqu'à aller voir une personne trans dans la rue pour l'insulter, alors que sur internet c'est extrêmement plus facile d'insulter des personnes puisqu'on est derrière son écran et il n'y a pas de contact physique. Donc évidemment que l'internet favorise la transphobie et les actes transphobes, en tout cas les propos transphobes. En tant que youtubeur, j'ai pas encore eu beaucoup de commentaires transphobes, on va dire, vraiment dans l'extrême, mais il y a quelques commentaires provocateurs. Si je vais faire une remarque en disant que c'est des choses qu'il faut vraiment pas dire, par exemple sur ma vidéo, c'était une vidéo que j'avais fait pour éviter toutes les remarques transphobes, et j'avais parlé des remarques transphobes que j'avais eues, et je peux très bien avoir dans un commentaire retrouver mais alors, je vais vraiment retrouver la remarque copier-coller dans les commentaires, donc c'est vraiment de la provocation gratuite. Sur Witchistown, il y a déjà eu ce qu'on appelle des dramas, parce que des personnes avaient justement eu des propos anti-non-binaires qui ont fait pas mal de dégâts sur la cohésion de l'espace. Et après c'est sûr que sur Twitter, sur Facebook, là où les gens sont moins informés, moins déconstruits, c'est sûr qu'il y a toujours des gens pour sortir des énormités. Ah, moi je me sens plante. Ah. Donc les réseaux sociaux sont aussi un support de haine assez conséquent, mais ça concerne tous les sujets, pas forcément la non-binarité. Et je pense que... Moi je vois surtout le côté entraide et information des réseaux, donc les discours de haine c'est pas un mal nécessaire, mais faut passer outre en fait. Je pense que l'essor avec internet, ça peut être... je pense que ça peut apporter du soutien, ça peut aider, mais ça va aussi également malheureusement être... les haineux vont vraiment déverser leur taux d'insulte là-dessus, que ce soit des gens qui vont dire que c'est pas naturel, que c'est pas normal, que ça devrait pas exister, et encore ça c'est encore gentil hein, par rapport à ce que j'ai pu voir aussi sur les médias. Et sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas grand chose. Et ça peut être un outil, ça peut aider, ça peut vraiment peut-être même sauver des personnes, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en grande difficulté et qui utilisent internet pour s'en sortir. Mais malheureusement, je pense qu'il y aura aussi pas mal de haine qui va être déversée là-dessus, surtout quand il y aura des regroupements de communautés, par exemple sur Facebook. J'ai commencé mon parcours il y a à peu près 2 ans de ça. J'ai décidé de me laisser 1 an pour réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, est-ce que je voulais vraiment le faire. Et je suis passé par l'association C'est pas mon genre, où j'ai vraiment discuté, où je me suis intégré socialement au côté LGBT, où je me suis intégré socialement, où j'ai pu me questionner, où j'ai pu avoir des réflexions personnelles sans craindre le regard des autres. Il y avait toujours ah bah salut Romain, comment ça va. Il n'y avait jamais de remise en question de mon prénom ou de mes pronoms d'ailleurs. Et après 1 an de réflexion, je me suis dit que j'allais commencer le parcours médical, et c'est grâce à l'association, une fois de plus, que j'ai pu commencer, que j'ai pu avoir les bonnes adresses pour pouvoir commencer en fait. Alors oui, je fréquente actuellement une association qui s'appelle C'est pas mon genre, qui est sur Lille. Elle m'a énormément aidé au début de ma transition, puisque ça a été un refuge pour moi. C'est là-bas que, pour la première fois de ma vie, je me suis senti moi-même. Je suis arrivé en disant, malgré le prénom que je porte, malgré le physique que j'ai, je suis une femme, et je voudrais qu'on m'appelle Manon. Et la première réaction des gens qui étaient là-bas ont été, ok, bienvenue Manon. Et j'ai trouvé ça totalement incroyable qu'on me genre correctement, qu'on m'appelle par mon vrai prénom, qu'on me considère comme la femme que je suis. Ça a été totalement une délivrance. Et ça m'a permis de m'épanouir, de m'ouvrir, et de me rendre compte que j'avais réellement besoin de transitionner. Ils m'ont également aidé à rencontrer le personnel médical, puisque c'est vrai que lorsqu'on est une personne trans, on a très souvent des difficultés à trouver les bons médecins, surtout les médecins safe,
Et donc ça m'a permis d'avoir des contacts pour rencontrer un psychiatre, un endocrinologue et une orthophoniste. Et plus actuellement, un chirurgien. Parce que je compte me faire opérer d'une augmentation mammaire dans très peu de temps. En très peu de temps. C'est vite dit. Par contre, ils n'ont pas été réellement mes proches. En tout cas, ça m'a permis de savoir quoi leur dire, savoir quoi leur répondre. C'est ma sage-femme qui m'a redirigée vers l'association C'est pas mon genre de Lille. Et ça m'a apporté beaucoup de soutien d'y aller, ça m'a apporté de nouveaux amis aussi, ça m'a apporté des informations, de nouveaux amis et un milieu où je me sens vraiment à ma place. Et c'est vraiment le fait d'aller voir l'association où je me suis dit c'est ça, je fais pas d'erreur, c'est vraiment comme ça que je me vois. Alors du coup effectivement je suis actrice de théâtre, là actuellement au sein d'une association qui s'appelle Zéro de Conduite. Et du coup au niveau de ma transition c'est assez spécial parce que du coup pour le théâtre je me rends bien compte que j'ai pas forcément le physique pour jouer pour jouer tout le temps les rôles féminins et du coup je me retrouve dans des rôles aussi un peu masculins et parfois c'est assez difficile. Parfois il y a parfois la dysphorie qui vient me frapper en pleine face et ça c'est j'ai fini par m'habituer, mais on a toujours des mauvais jours. Mais c'est ensuite c'est du coup avec le théâtre, ça me force quand on joue des rôles masculins, ça me force aussi à prendre un certain recul par rapport au rôle que j'ai. Et du coup j'ai toujours eu cette facilité de me dire que finalement le rôle que je joue c'est pas moi et c'est aussi pour ça parce que comme beaucoup de personnes timides que font du théâtre, finalement j'arrive à me distancer de cette divinité en finalement me distançant du rôle, en me disant qu'il y a moi, et quand je vais sur scène, j'ai ce rôle-là, et finalement je m'écarte un peu au profit du personnage que je joue. Et du coup, même si c'est vrai que jouer des rôles masculins alors que je suis une femme trans, à cause du fait justement que j'ai pas forcément un physique très féminin, ça peut parfois être gênant, mais j'arrive à gérer en mettant de la distance et en me disant effectivement que ce rôle ce n'est pas moi. Si vous êtes une personne qui est en processus de transition, qui cherchez du soutien, sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous l'êtes jamais. Il y a des associations, il y a des personnes, que ce soit sur internet, que ce soit en physique, proches de chez vous, qui seront toujours là pour vous aider, qui seront toujours là pour vous écouter, qui seront même là pour vous remonter le moral quand il le faudra. Alors, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, on est là. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, à vous écouter. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut vivre pour vous, et uniquement pour vous. Il faut arrêter de penser que l'on vit avec le regard des autres. C'est faux. Ma mère m'a toujours éduqué en me disant une chose, les autres, on s'en fout. Et c'est vrai, on vit uniquement pour soi. Alors, pensez qu'à vous dans ces moments-là. C'est extrêmement important. Si je rencontre des personnes en transition, je voudrais vraiment leur apporter un gros encouragement parce que c'est courageux de faire ça, franchement, parce que il y a vraiment des gens pour qui moi j'ai eu la peur du rejet, par exemple, de ma famille, mais j'ai pas eu de rejet, tandis que certaines personnes vont avoir la peur et le rejet derrière. Et je trouve que continuer quand même malgré tout à se battre, à faire des démarches pour se sentir mieux, c'est quand même courageux. Et donc voilà, je vais souhaiter bon courage à toutes les personnes en transition actuellement ou qui vont démarrer leur transition. Alors, ce que je souhaiterais dire aux personnes en processus de transition et en quête de soutien, ça serait de s'accrocher et aussi de prendre soin d'elles. Parce que notamment il y a beaucoup de ces personnes qui vont chercher un soutien sur internet, qui vont chercher d'autres personnes trans et non binaires.
Et le problème, c'est que il y a aussi beaucoup de possibilités de tomber sur beaucoup de négativité, beaucoup de haine à l'égard des personnes trans et non binaires. Et je sais que certains jours ça peut être difficile de tomber sur toute cette négativité. Et donc je pense que c'est aussi bien parfois de prendre un peu le temps d'éteindre l'ordi, même si le soutien peut être très agréable. Parfois s'éloigner un peu d'internet et aller rechercher du soutien plus dans son entourage, plus dans... s'il y a cette possibilité-là. Always. As I walked away, Être enfant ou adulte, quand est-ce qu'on devient vraiment adulte? Est-ce que être adulte est admettre la réalité? Depuis mon coming out, en fait, oui, j'ai vraiment l'impression que le regard des autres, il est différent. Ça m'a vraiment fait du bien d'en parler parce que je remarque de plus en plus aussi que beaucoup de mes proches font des efforts pour oublier comment ils me genraient avant, mon dead name, tout ça. C'est vraiment des choses que mes proches essaient d'oublier parce qu'ils savent que c'est important pour moi. Donc oui, franchement, c'est vraiment différent depuis mon coming out. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Alors, est-ce que je sens que le regard qu'on me porte est parfois différent? Oui. Ensuite, c'est possiblement de l'extrapolation de ma part, mais effectivement, surtout en fait, pour les fois où je suis mégenré, ce qui arrive assez souvent, étonnamment. Non, mais je sais que j'ai un physique qui reste quand même tout de même très masculin, très typé, et du coup, c'est effectivement, il y a plusieurs fois où on s'adresse à moi en tant que monsieur, et je pense que dans le regard des autres, il y a aussi quelque chose qui tique, c'est-à-dire que j'essaie d'envoyer des messages particuliers, et ça... Donc effectivement, je pense que là, il y a une différence dans le regard qui est en tout cas ressentie, qui n'est peut-être pas véritablement là, donc c'est... Mais voilà. Peut-être revenir sur la définition de la non-binarité, en tout cas comment moi je la définis. Moi c'est double en fait, c'est à la fois pour mon identité de genre, puisque je me reconnais ni dans le genre féminin ni dans le genre masculin, depuis gamine en fait. Je comprends pas, il y a des trucs que je comprenais pas tout simplement, pourquoi les filles tenaient absolument à jouer à la corde à sauter ou à raconter des trucs ou regarder des séries typiquement filles, je comprenais pas du tout. Je traînais plutôt avec des mecs qui eux-mêmes me reconnaissaient pas pas forcément comme fille. Oh mais non, toi t'es pas une vraie fille ou ce genre de truc. Du coup, je savais pas trop où me situer, je m'en foutais un petit peu. Je sais que je connaisse le terme de non-binarité à force de lire des féministes sur Twitter, sur des blogs, etc. Et donc ça c'est pour le côté identité. Il y a aussi le côté politique qui m'intéresse dans la non-binarité, puisque ça remet en cause la construction de genre, les injonctions sociales au genre. Donc quand on me dit ouais mais toi tu es une fille, ou ouais tu dis ça parce que t'es une fille, j'aime bien du coup répondre bah non j'en suis pas une, mais dans le sens selon je ne suis pas l'espèce de stéréotype genré que tu décris. Donc je trouve ça assez intéressant de voir après la réaction des gens. Il y en a qui vont dire ah n'importe quoi, de toute façon on est tous comme ci comme ça, et il y a ceux qui vont réfléchir. Donc je me dis que ça a une portée politique dans le sens où ça contribue à faire réfléchir les gens à la construction sociale du genre. Et est-ce que ça peut impliquer après dans la vie courante ou dans la vie politique? Je pense que la transidentité commence à à être mieux vue. C'est pas très bien dit, mais je pense que c'est mieux vu qu'avant. Mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire de la part de tout le monde, hein, que ce soit de la part des personnes trans et des personnes cis. Il peut toujours y avoir des malaises ou des tensions là-dessus, et je pense qu'il y a vraiment un travail encore important à faire. Alors, est-ce que les personnes cis sont capables de comprendre les personnes transgenres? C'est une question qui est assez intéressante, et personnellement j'ai une explication qui est... Personnellement je n'y crois pas forcément à 100%, et ça tout simplement à cause du langage et de sa nature même. Parce que pour moi le langage c'est vraiment des signifiants, donc les mots, les sons qu'on pose sur des signifiés.
Et le problème, c'est que ces signifiés vont varier d'une personne à l'autre en fonction des expériences, en fonction des connaissances. Et du coup, une personne qui n'a pas forcément l'expérience de la transidentité ne va pas mettre sur les mêmes mots forcément les mêmes idées et les mêmes concepts. Les concepts vont varier en fait selon si la personne a l'expérience de la transidentité ou non. Et du coup, ce problème, cette sorte d'inexactitude du langage, pour moi, entraîne des problèmes de communication qu'il est difficile pour les personnes trans de comprendre, que pour les personnes cis de comprendre les personnes trans. Être transgenre, c'est avoir un parcours qui est différent pour chacun d'entre nous, avoir des expériences, avoir un vécu, vivre avec un mal-être. Et je pense que tout ça, on ne peut le comprendre que en le vivant. Donc non, je pense pas que des personnes cis puissent nous comprendre, en tout cas entièrement, et puissent réellement savoir ce que cela signifie que de vivre en étant quelqu'un de transgenre. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent encore qu'une femme ça a une vulve et un homme ça a un pénis. Et donc qui associe à ça, une femme ça a tel comportement et un homme ça a tel comportement et ça peut pas se mélanger. Ça commence à changer un petit peu. Et ce que je comprends pas, c'est quand on n'explique pas sciemment à ces personnes qu'on se définit comme telles, comme non-binaires ou d'autres genres, ces personnes vont dire ouais mais c'est une lubie, c'est n'importe quoi, oh, moi je me définis comme une plante, moi je me définis comme une baleine. Ils essaient même pas de comprendre le pourquoi on utilise ces termes. Ou alors ils vont utiliser ouais mais c'est encore une étiquette de plus pour vous faire remarquer ou ça sert à rien. Et à ces personnes-là j'aimerais leur dire de réfléchir à leur propre identité en fait. Il y en a plein qui ont l'air sûrs d'eux en disant oui moi je suis un homme, je suis une femme, c'est évident. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils sont pas si binaires que ça non plus. Même si au fond ils vont pas se définir comme non binaires ou avoir quand même quelques certitudes, c'est assez facile finalement de déconstruire même chez ces personnes qui semblent assez fermées d'esprit la notion de genre. Puisque même sont conscients que c'est vraiment des gros stéréotypes que personne n'est... si on prend la femme entre guillemets TM, personne n'est blonde, grande, yeux bleus, qui fait 50 kilos maximum, qui à la fois a un super boulot, à la fois elle pond des enfants qui sont super bien éduqués, bien habillés, machin, c'est pas possible, tout le monde le sait, même ceux qui prétendent le contraire. Donc je dirais à ces personnes de se demander pourquoi elles réagissent comme ça en fait, de quoi elles ont peur. C'est bien ça montre aussi qu'on n'est pas forcément obligé de justifier ce qu'on a entre les jambes pour appartenir au genre avec lequel on se sent le plus en accord. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Souvent, ces arguments-là viennent de personnes cisgenres, qui soit sont pas du tout au courant de tout ce que signifie cisgenre, le féminisme, etc. Soit qui les connaissent, comme les masculinistes, mais qui le refusent, qui le rejettent. Après, il y a d'autres personnes cis qui n'ont pas accès à ces informations, mais qui ressentent aussi dans leur expérience ce petit décalage avec les normes de genre. J'en connais pas mal qui se définissent encore comme cis, mais qui sont très intéressés par toute la culture queer, tout ce que ça peut apporter, tout le féminisme, la sociologie autour du genre. Donc je pense qu'il y a pas mal de cis qui sont tout à fait ouvertes aussi à l'introduction de ces nouveaux termes en termes de genre ou de ces expériences ou de ces identités. Et sont un soutien assez intéressant puisqu'il y a beaucoup de personnes cis aussi dans les médias qui peuvent, quand ils ne connaissent rien, quand même faire des articles ou tenter d'expliquer à tout le monde qu'est-ce que ça signifie être cisgenre, qu'est-ce que ça signifie être non-binaire, qu'est-ce que ça signifie être trans. Et les gens sont en demande, j'ai l'impression, d'explications en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible aussi aux personnes cis. Je pense que les personnes cis peuvent très bien comprendre. Mais je pense qu'aussi il y a pas mal de personnes trans qui veulent pas forcément prendre le temps d'expliquer aux personnes cis leurs ressentis et vraiment leur expliquer pourquoi ils ont ce ressenti-là. Je pense qu'il y a un travail à faire de la part des cis pour comprendre les personnes trans et éviter toute transphobie. Et je pense qu'il y a aussi un travail au niveau des personnes trans d'expliquer aux personnes cis comment elles se sentent. Est-ce que tu as un vagin ou une grosse bite ? Eh bien sachez que j'ai une très grosse bite et j'en suis très fier puisque il faut savoir qu'il existe des femmes qui possèdent un pénis tout comme il existe des hommes qui existent un vagin et c'est totalement quelque chose de naturel, il faut le savoir.
Et en aucun cas, le fait que j'ai un pénis ne légitime pas le fait que je sois une femme et que j'ai mon entière part de féminité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les remarques que vous pouvez faire à propos de ça, elles légitiment entièrement votre connerie et votre stupidité. J'ai un vagin, j'ai une très jolie vulve que j'aime beaucoup. Je considère que le clitoris est une très bonne chose qui me soit arrivée dans la vie, donc j'ai très envie de le conserver. Et là-dessus, je connais une personne qui fait un mémoire sur l'image de la vulve aujourd'hui, dans le master de culture visuelle, je crois, qui renforce encore plus cette idée d'être né avec une vulve. C'est quelque chose de très sympa en soi, qui est très encore assez mal connu, ce qui est dommage parce que ça, sans vouloir hiérarchiser quoi que ce soit, le clitoris a beaucoup plus de terminaisons nerveuses que le pénis, donc en soi on a entre guillemets un avantage par rapport aux personnes qui ont un pénis. Donc moi je suis très satisfaite de ça. Sachant qu'il y a des personnes cis qui vont pas comprendre qu'il y a des personnes trans ou non binaires qui souhaitent conserver leur corps entre guillemets d'origine, puisqu'elles sont pas du tout au fait de ce que ça signifie. J'ai déjà discuté pas mal de fois avec une amie qui est trans mais qui s'interroge justement sur l'opération qu'elle pourrait faire ou pas, justement par rapport à ce que ça signifie avoir un pénis ou avoir un clitoris ou une vulve ou un vagin, à la fois pour elle-même, à la fois pour autrui, comment elle se sent par rapport à ça, comment on se sent par rapport à ça quand on a des relations sexuelles. Moi je sais très bien que ça m'est déjà arrivé d'imaginer que j'ai les deux à la fois un clitoris et à la fois un pénis, justement pour avoir tous les avantages en même temps. Mais bon, c'est pas vraiment possible. Donc j'estime qu'avoir un clito c'est une très bonne chose pour moi. Je serais d'ailleurs très déçue de ne plus avoir de vulve, puisque c'est quand même quelque chose de très important dans ma vie, la vie sexuelle. Donc si demain on veut obliger les personnes trans ou non binaires à vraiment choisir son corps, je serais un petit peu sur la défensive. Alors, sur la question de la performance du genre, est-ce qu'il y a dans la société une sorte de performance du genre et est-ce que ça impacte d'autant plus les personnes transgenres? Je pense effectivement qu'il y a actuellement une performance du genre dans la société. Il y a des archétypes d'hommes, il y a un archétype homme, un archétype femme, et finalement on associe des activités, on associe des goûts particuliers à l'un ou à l'autre. Mais j'ai tendance à remarquer que au niveau des mentalités, surtout chez les populations plus jeunes, il y a une sorte de renversement qui s'opère, c'est-à-dire qu'on a une sorte de libération par rapport à ces archétypes-là. On se rend compte que finalement, c'est genre, pour ce qui est de genrer différentes choses à tort et à travers, c'est un peu absurde. Et je pense que cette performance du genre, elle en arrive à quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont à redéfinir finalement qu'est-ce que c'est qu'être homme, qu'est-ce que c'est qu'être femme. Il y a beaucoup de personnes qui redéfinissent ça en s'affirmant dans leur identité, et ça je pense que c'est très fort dans la communauté, chez les personnes transgenres et non binaires. Je pense qu'il y a aussi le fait de s'affirmer en tant qu'homme, en tant que femme, et du coup redéfinir les canons de la masculinité, de la féminité ou de la non-binarité. C'est toujours, pour les catalogues de Noël, c'est toujours les pages roses pour les filles, les pages bleues pour les garçons. La boxe est toujours vue comme un côté très masculin et la danse comme un côté très féminin. Enfin, les genres restent encore assez ancrés, même si on peut observer, je pense, une tendance à changer un petit peu. Ça change doucement, il commence à être un petit peu plus mix, mais ça reste encore assez difficile. On fait plein de décisions en fait, on pense qu'elles sont juste pour notre bien-être, alors qu'en fait c'est juste pour se conformer même un minimum à la société. Donc là, c'est pareil quand je dis que moi je veux pas me conformer aux stéréotypes féminins, je le fais à la fois pour moi, mais à la fois j'ai quand même des moments où je m'y conforme sans que je m'en rende compte. La façon de marcher, la façon de parler, la façon de s'habiller.
Il y a toujours des moments où je me dis ah bah tiens là aujourd'hui je vais mettre un soutif parce que je vais dans un magasin donc j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Alors qu'en soi je considère que c'est un des objets qui peut représenter le stéréotype féminin que j'ai pas forcément envie de porter mais je le fais quand même. Des fois je le porte parce que j'oublie tout simplement que j'ai pas envie de le porter. Sauf que si je réfléchis 2 minutes je me dis ah oui c'est vrai c'est une contrainte que je m'impose. Comme aujourd'hui par exemple là, je me suis dit mince y a une caméra. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un soutif ou est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je joue le rôle d'un non-binaire jusqu'au bout? Ou est-ce que j'assume une partie du fait que y a quand même des comportements féminins que je conserve? Alors personnellement, je suis 100% out. Bon, déjà, actuellement, je n'ai pas vraiment le choix. Mais si j'avais le choix si j'avais le choix de passer, personnellement, je pense que je choisirais de ne pas passer. Tout simplement parce que je considère que le fait d'être trans, en fait, le fait d'être une femme trans, le fait d'être trans n'enlève rien au fait que je sois une femme. Et du coup, le fait de passer pour moi n'est absolument pas un besoin, ne devrait absolument pas être un besoin pour être reconnu en tant que femme trans. Et du coup, je continuerai donc à affirmer que je suis trans et même pas en dépit du fait et en même temps du fait que je suis trans, je suis une femme. Out stealth, c'est out et stealth. Stealth pour moi, ça rejoint un peu le concept de passer. C'est-à-dire l'idée d'être considéré comme le genre auquel on se rattache soi-même, mais sans que les personnes se doutent que l'on est trans. Et out, pour moi out c'est surtout idéalement ce serait une affirmation de soi dans sa transidentité. Mais ensuite, je sais que ça se passe pas forcément tout le temps comme ça. Il y a aussi des personnes trans qui se font outées par d'autres personnes. Et là, ça relève pas forcément d'une affirmation de soi. Et j'ai moi-même été outé quelques fois, mais voilà. Moi, je sais que maintenant, je conserve mes poils pour aller à la piscine parce que tout le monde s'en fout en fait, personne ne regarde. Mais si c'est par exemple pour porter une robe, je vais les virer parce que je me dirais c'est pas très esthétique avec une robe, c'est pas très féminin. C'est assez ambigu en fait comme position d'être non-binaire parce qu'on est toujours coincé entre nos propres goûts. On peut dire bon les poils je m'en fous, je peux les laisser là, ça me pose pas de problème. Mais en même temps avec telle tenue, ça passe pas trop. Avec un jean, ça passe très bien, toute manière personne ne les voit donc tout le monde s'en fout. Mais si j'ai envie de porter une robe, tiens aujourd'hui j'ai envie d'être à l'aise ou tout simplement j'ai envie de pécho, en jouant avec les codes hétéros. Est-ce que du coup si je mets des collants du coup on les voit pas donc ça passe, mais si je mets des bas ça passe aussi, mais du coup si il fait trop chaud et que j'ai pas envie de mettre de collants on va voir mes poils. Ça peut être très esthétique. Et ça pose aussi toujours la question de la légitimité en fait. Il y a plein de fois où je me sens pas légitime de me revendiquer non binaire quand je me conforme à un stéréotype féminin ou masculin. Alors qu'au fond comme on l'a dit tout à l'heure c'est plus une question de confort en société plus que la soumission à une injonction quoi. C'est une question que je me posais beaucoup quand je connaissais pas trop encore des personnes transgenres. Je me disais pourquoi ces personnes changent de genre en s'imposant les injonctions qui sont liées. Je comprenais pas. Après forcément à force de discuter avec des personnes, à m'informer, je me disais oui c'est une contrainte supplémentaire et pas forcément une envie. Et je trouve ça compliqué aussi pour ces personnes même. On en revient à la question du début, c'est pourquoi les cis ou les personnes qui comprennent pas du tout ces phénomènes tiennent absolument à ce que ces personnes jouent sur les stéréotypes plutôt que leur foutent la paix. C'est quelque chose que je dis souvent quand je discute de non-binarité ou de genre tout simplement à des personnes qui sont proches ou pas, c'est pourquoi on ne faut pas la paix aux gens tout simplement. Parce que les performances de genre, même quand dans le cadre de certains féminismes, quand on dit oui le corps féminin il faut se le réapproprier donc on va le montrer à poil etc. À force ça devient limite une injonction à montrer son corps à poil ou à assumer sa féminité comme ci comme ça. Ça me gêne aussi parce que ça me remet jamais en question du coup c'est quoi une femme. Les gens se disent oui je revendique le fait d'être une femme, c'est pas une honte, on n'est pas le deuxième sexe, on revendique les mêmes droits que les hommes. C'est une très bonne base mais derrière qu'est-ce que ça signifie,
ça veut dire quoi être une femme en fait, tout simplement. Alors il y a les personnes qui vont répondre bah c'est tel que moi je le considère, donc ok, c'était cool, tant mieux. Et il y a d'autres gens qui vont quand même dire ouais, mais il y a quand même certains comportements qui sont que féminins. La maternité par exemple, toutes les personnes qui témoignent par exemple de violences gynécologiques ou autour de la maternité ont besoin du coup de représenter la maternité et le corps féminin comme quelque chose de soit de puissant, soit de poétique, ça dépend des courants. Le problème c'est que si on lie la puissance à la féminité par exemple, il y a toujours la question, est-ce qu'on fait ça parce qu'on pense vraiment que c'est de la puissance ou est-ce qu'on copie les stéréotypes liés au masculin? On est toujours dans cette hiérarchie entre les deux genres qui moi me gêne. Mais comme on peut pas, tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait pas sortir du social, on est obligé de jouer le jeu quand même. C'est vraiment des questions que j'aimerais aborder avec d'autres non-binaires et d'autres personnes trans pour voir ce qu'elles en pensent et comment on pourrait construire autre chose en fait, d'autres modèles qui n'imposent pas cette relation obligatoire entre hommes et femmes en matière théorique. Donc je trouve que le nom du documentaire, Genre humain, est typiquement adapté à ce qu'il veut décrire. Justement le fait qu'on est des personnes humaines avant d'être des hommes ou d'être des femmes et que finalement le genre que l'on a décidé de s'approprier n'est que le reflet de notre personnalité et c'est en aucun cas quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la considération d'une personne. Qu'à partir du moment où elle se considère homme ou qu'elle se considère femme, c'est ça qui prime avant tout en fait. Et pourquoi j'ai décidé d'y participer? Parce que je trouve que c'est une opportunité géniale de pouvoir enfin nous donner la parole. Parce que l'un des gros problèmes qu'on a actuellement, c'est le fait qu'on ne nous entende pas. Alors, actuellement, c'est sûr qu'on peut un peu plus le faire, mais ça reste quand même quelque chose de très compliqué. On est très peu, finalement, et se faire entendre, c'est assez difficile. Et donc, pour une fois qu'il y a un documentaire qui nous permet de nous livrer, d'exprimer nos expériences, nos ressentis, ce que l'on vit entièrement, je pense que c'est une énorme opportunité et c'est pour ça que j'ai décidé de participer à ce documentaire. Je pense que le fait d'en parler plus, ça va pas faire que c'est plus courant, mais je pense que le fait qu'on en parle beaucoup plus, ça va aider des personnes à se rendre compte qu'elles sont peut-être pas forcément en accord avec leur genre, assigné à la naissance. Donc je pense pas qu'il y en ait plus, je pense pas qu'il y ait plus de personnes trans qu'avant où on en parlait moins. Je pense que c'est juste les gens qui ont vraiment une prise de conscience en fait de leur ressenti grâce à cette communication. La transidentité elle est de plus en plus représentée dans les médias. Je trouve ça vraiment très bien, même s'il y a encore des propos problématiques, soit des journalistes, soit des personnes interviewées sur la question, mais au moins on en parle. Pour la non-binarité, c'est beaucoup plus flou et beaucoup moins présenté. J'ai par exemple été interviewée la semaine dernière par une journaliste de 20 minutes qui fait un sujet englobant à la fois la non-binarité, le gender fluid et les personnes à genre. Elle y connaissait absolument rien. Et c'est pas un sujet que j'ai vu beaucoup dans les médias, à part dans Télérama il y a quelques années sur justement la notion de genre qui commençait à se déconstruire. Voilà, pour le grand public en fait, voilà, c'est pas quelque chose de très connu, même si ça peut être, comme je vous le disais précédemment, ça peut être perçu ou ressenti via l'expérience personnelle. Je trouve que dans les médias, c'est beaucoup plus. Je trouve que c'est vraiment plus du voyeurisme et de la curiosité un peu malsaine qui est véhiculée et pas vraiment de l'intérêt pour le ressenti des personnes transgenres en fait. Je pense notamment à Tellement Vrai, à Confession Intime ou à ce genre de documentaires qui sont là juste pour faire du chiffre, quitte à ridiculiser les personnes. Je pense à une pauvre fille qui faisait presque le trottoir pour récupérer un peu d'argent par rapport à ses hormones, où c'était une femme qui était présentée d'une façon où elle avait tous les malheurs du monde, c'était quelqu'un de gentil mais qui avait eu tellement de malheurs à cause de sa transidentité que du coup elle devait faire une nouvelle vie et qu'elle en était très triste.
c'est le genre de documentaire où ben, il y a toujours un mineur, généralement un mineur FTM qui attend ses hormones avec un grande impatience et qui les a à la fin du reportage. Et tout va bien et tout est plus beau dans le meilleur des mondes. C'est ce genre de choses en fait. Pour moi, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut rejeter des personnes par rapport à leur choix personnel en fait. J'ai vraiment du mal avec ça parce que moi j'ai toujours été élevée de façon vers la tolérance, vers l'ouverture d'esprit. Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très attiré sur les religions, tout ça, et même là-dessus mes parents m'ont toujours élevée de façon tolérante, et en fait du coup j'ai vraiment du mal à comprendre qu'ils peuvent autant rejeter quelque chose qui ne les concerne même pas forcément. C'est plutôt c'est vraiment de l'incompréhension par rapport à ça en fait. Je pense que ce que j'aimerais dire aux personnes qui ne nous acceptent pas, qui nous rejettent, de manière plus ou moins violente, c'est allez vous faire foutre. On vit pour nous, on n'a qu'une vie, il faut en profiter entièrement et être soi-même, avoir la chance d'être entièrement soi-même pour une fois, alors qu'on ne l'a pas été tout le reste de sa vie auparavant, c'est une chance énorme que l'on vit. Et je pense pas que ces personnes-là puissent s'en rendre compte. Et surtout, l'une des choses aussi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que chaque rencontre avec une personne qui comprend ses différences, son parcours, ses expériences, est quelque chose de bon à prendre. Puisque c'est quelque chose qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. Et c'est le contact humain qui crée les liens et qui crée ne serait-ce que le bonheur, qui crée l'enrichissement personnel. Et le fait de refuser, le fait de rejeter des personnes uniquement parce qu'ils ont un parcours de vie différent, je trouve ça totalement aberrant. C'est d'une débilité profonde. Je dois bien l'avouer. J'ose même pas chercher du boulot aujourd'hui à cause de mon changement de prénom qui n'est pas fait. Je me dis, je me rassure un petit peu en me disant je chercherai du travail quand j'aurai changé de prénom, ce sera moins discriminatoire pour moi. Là j'ai reçu mon papier pour mon DUG avec mon prénom féminin. Je me dis mais comment je vais faire pour présenter ça aux futurs recruteurs? Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai pas envie de nécessairement expliquer ma situation à une personne que je connais même pas, qui pourrait être éventuellement mon patron plus tard. Pour moi c'est du domaine du privé et ces gens-là n'ont pas à le savoir et je vais devoir leur expliquer de cette façon. Je pense que la discrimination à l'embauche existe et que c'est pas un mythe, c'est une réalité. Je pense que le fait d'être trans, dans certains cas, peut nous empêcher de recevoir certains postes. Et encore une fois, c'est à mon sens quelque chose de totalement incompréhensible, je trouve. Je pense que c'est peut-être pas forcément facile parce que ça va demander de l'adaptation, par exemple aux professeurs, au lycée ou même aux adultes en général et peut-être même aux camarades de classe. Et en milieu professionnel, ce sera peut-être pas forcément simple si ça n'a pas été dit dès le début. Je pense que si on est au travail depuis un certain temps, si on le dit beaucoup plus tard qu'on est trans, je pense que ça va peut-être être plus difficile à se faire, à être vraiment intégré comme on se sent. Alors que si on démarre son travail comme ça et qu'on dit tout de suite voilà, je suis trans, j'aimerais être genrée de telle ou telle façon, je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. Rien que le fait de passer devant un psychiatre qui soit un petit peu réfractaire, c'était un exemple en consultation où j'ai dit que je voulais pas nécessairement de phalloplastie pour me sentir homme.
Et cette personne-là m'a dit, mais si vous n'avez pas de phalloplastie, vous n'êtes rien. Donc je pense que c'est encore assez ancré, mine de rien, dans notre société. Ça pourrait changer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Être enfant ou adulte, quand est-ce qu'on devient vraiment adulte? Est-ce que être adulte est admettre la j'ai pas eu forcément de très bonnes expériences avec les professionnels de santé, en dehors des médecins et des gynécologues. Je rebute un peu tout ce qui est psychiatrie, tout ce qui est psychologique en fait. Je n'aime pas, mais là c'est plus un choix personnel, je n'aime pas raconter ma vie à quelqu'un qui ne me connaît pas. Et le payer en plus pour ça, parce que je sais que il va juste m'écouter et pas forcément me donner de solution. Donc là c'est plus moi, mais j'ai vraiment un genre de rejet de tout ce qui est suivi psycho. Par rapport aux professionnels de santé, je me sens pas du tout à l'aise. Mais alors pas du tout. C'est toujours... vu que j'ai pas changé mon prénom à l'état civil, que j'ai pas changé mon état civil, c'est toujours le dossier de madame machin, c'est toujours madame truc, c'est toujours assez gênant, et les médecins comprennent pas forcément. J'ai l'impression qu'ils ont pas de formation pour parler aux personnes trans dans l'ensemble sur le territoire. Alors, étant donné que j'ai été dans l'association C'est pas mon genre, j'ai la chance d'avoir été orienté vers un personnel médical qui a été compréhensif, qui a été safe pour nous. Donc, des personnes qu'on appelle safe, c'est des personnes qu'on sait de confiance, qui vont pas nous mégenrer, qui vont pas nous manquer de respect. Vis-à-vis du psychiatre, ça a été une formalité. Je l'ai rencontré 2 fois et il m'a délivré l'attestation dont j'avais besoin. Au niveau de mon endocrinologue, c'est mon médecin généraliste qui me fournit mes hormones. Et j'ai la chance d'avoir un médecin tellement adorable. Vraiment, c'est un amour. Il est d'une compréhension incroyable. Et même l'orthophoniste est également d'une compréhension folle. Et surtout, c'est des personnes qui s'y connaissent, qui ont déjà été confrontées à des personnes trans, donc ils savent comment réagir, ils savent quoi leur dire, surtout quand on est en début de transition et qu'on recherche du soutien. Donc, vis-à-vis du personnel médical que j'ai pu rencontrer, j'ai été extrêmement bien accueilli. Alors, actuellement, je vois une psychiatre qui est spécialiste d'éducation de genre au CHU, à Oscar-Lambray. Et effectivement, pour le coup, je me sens très bien accompagné. C'est quelqu'un qui est très professionnel à ce niveau-là, qui s'y connaît beaucoup. Et on sent aussi une certaine bienveillance à l'égard des personnes qui font ces parcours de transition. Et ça, je pense que c'est très important aussi, ce rapport finalement de bienveillance et de non-jugement, parce que j'ai eu dans le passé aussi des expériences un peu plus difficiles avec des thérapistes. Où par exemple ma transidentité a été prise pour un symptôme pathologique. Et là pour le coup en plus c'était un moment où c'était pas évident dans ma vie, j'avais pas mal de problèmes à ce moment-là, je dirais que dans le système médical il y a tout, c'est assez difficile. Parfois de s'y retrouver, c'est assez difficile avec certains thérapeutes mais je pense qu'il faut aussi c'est comme avec beaucoup de fois avec les thérapeutes, il faut continuer à essayer de voir des thérapeutes, à essayer de chercher pour trouver finalement le bon, celui avec lequel ou laquelle ça va cliquer et avec qui on va pouvoir progresser. Et même si pour les parcours de transition, il y a aussi toutes ces... Le problème, c'est aussi la disponibilité, parce qu'il faut beaucoup plus batailler en fait pour les parcours de transition, pour avoir des psys qui sont vraiment calés sur ça, parce que sinon on a des psys qui sont très réfractaires. Je sais que pour avoir ma psychiatre actuelle, j'ai dû vraiment batailler. J'ai été voir
des psychiatres, des thérapeutes en plus indépendants, et il y en a une sur l'île et il y a même pas de liste, et il y a même plus moyen d'être sur liste d'attente tellement elle demande. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une difficulté par rapport à ça, mais j'ai la chance d'avoir réussi d'avoir eu la force de batailler et d'avoir réussi à trouver une psychiatre avec qui je marche bien. Pardon, je suis allé en urgence psychiatrique il y a 2 semaines de ça. Et on m'a reçu en tant que madame, on a fait passer le dossier en tant que madame, on a parlé au féminin du début à la fin. On a commandé une ambulance pour une patiente et c'est jusqu'à l'arrivée au CP2A où j'ai enfin pu dire mes pronoms et me faire appeler Romain correctement. Enfin, pour moi c'était assez gênant, c'était presque humiliant, enfin, c'est un dur rappel à tout ça. Et il n'y a eu aucun accompagnement, je me suis pas senti soutenu par le côté médical. J'ai pas entamé de démarche médicale, j'ai entamé des démarches plutôt administratives plus tard, et c'était vraiment après l'avoir annoncé à mes proches et à ma famille. J'ai décidé d'en parler à mes proches avant de démarrer toute démarche. Il faut dire la vérité, je m'étais quand même renseigné avant, c'est-à-dire que j'avais été dans une association, j'avais rencontré des personnes trans, je m'étais renseigné sur internet, et j'avais déjà pris contact avec un psychiatre qui m'avait donné une attestation, et donc ensuite j'avais eu le droit d'aller voir un médecin généraliste qui pouvait s'occuper de mon cas pour me fournir un THS. Et donc, avant de prendre ce THS, j'ai décidé d'en parler à mes proches parce que je trouvais ça hyper important qu'ils puissent m'accompagner dans cette démarche. C'est surtout ça dont j'avais besoin, c'est d'avoir des proches qui étaient là, qui me soutenaient, parce que c'est quand même un bouleversement dans une vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de leur en parler. Et surtout, pour qu'ils puissent le comprendre. Et pour pas qu'ils se disent que j'ai fait ça dans leur dos. C'est absolument pas ce que je voulais, notamment au niveau de mes parents. Je voulais pas qu'ils se disent que j'ai fait mes démarches dans mon coin et que j'ai décidé de pas leur en parler. Parce que c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est pour ça que je voulais leur en parler avant de démarrer toute démarche. Quels sont les progrès à faire pour l'État français au niveau des personnes transgenres, notamment au niveau de tout ce qui est des traitements, de la prise en charge? Il y a eu des progrès récemment, notamment sur notamment sur ce qui est du financement des transitions. Apparemment, il y a récemment eu possibilité de faire une demande d'affection longue durée pour remboursement, par exemple, des transitions hormonales. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, et je pense que l'un des plus gros progrès à faire, ce serait sur la communication. Parce que j'ai personnellement essayé de me renseigner sur plusieurs étapes dans ma transition, sur ce que je voulais faire, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas disponibles, ou qui étaient vraiment très obscures, qui étaient très difficiles à... Par exemple, pour les questions d'affection longue durée, j'avais aucune idée que c'était possible jusqu'à ce que ma thérapeute m'en parle. Pareil récemment pour ce qui était de la dernière ordonnance pour le changement d'état civil qui date de 2017, mais il n'y a quasiment aucune information sur internet dessus. En tout cas, je n'ai réussi à trouver aucune information après pas mal de recherches, et c'est ma thérapeute qui a dû me dire qu'il y avait une nouvelle ordonnance qui date de 2017. Donc voilà, je pense que plus de progrès dans la communication et dans l'accessibilité aux soins serait à faire. C'est que mon opinion, mais je pense que ce serait bien de former les professionnels de la santé, peut-être s'intéresser un petit peu plus aux patients qu'ils ont devant eux ou à la patiente, et s'ils ont des requêtes particulières, quand je pense au prénom, quand je pense au genre, pour pas se retrouver comme moi, franchement honteux à avoir à parler des cycles menstruels pour des besoins médicaux certes, mais des questions auxquelles j'ai pas nécessairement envie de répondre pour un check-up banal, que ce soit qu'on me genre de la bonne façon, que ce soit pour prendre un rendez-vous
dans une structure où mon prénom n'a pas été encore changé, je pourrais utiliser mon prénom d'usage. Alors, évidemment, je pense qu'il y a des pays où c'est plus facile d'être une personne trans et ou non-binaire. Si on prend notamment le cas des certains pays d'Afrique, comme la Libye, comme la Tchétchénie, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, évidemment que là-bas, il est extrêmement difficile de vivre sa transidentité et sa non-binarité. C'est quelque chose qui est même réprimé par la loi, par le gouvernement. C'est quelque chose d'extrêmement cruel qu'on leur fait vivre. Et il est important de mettre des mots là-dessus et qu'on en parle. Parce que c'est abominable. On a l'impression de se retrouver au Moyen-Âge où on brûlait des gens sur des bûchers pour leurs différences. C'est totalement incompréhensible qu'en 2018 ce soit encore le cas. Et surtout, que ce ne soit pas des personnes qui d'elles-mêmes décident de faire part de leur transphobie, mais que ce soit réellement le gouvernement qui mette ça en place. Typiquement, le gouvernement tchétchène a dit la dernière fois, on n'a pas de problème avec l'homophobie, avec l'homosexualité, pardon, parce que chez nous, il n'y en a pas. C'est bel et bien une preuve qu'il y a réellement un problème là-bas avec ne serait-ce que les différences sexuelles, ou bien la transidentité et ou la non-binarité. Et pour parler d'autres pays, il y a des pays où il est extrêmement commun d'être une personne transgenre, notamment au Brésil, je pense, au pays du Centre-Amérique, où c'est quelque chose de totalement répandu, et où on peut vivre sa transidentité de manière tout à fait normale, en fait, sans que ce soit choquant vis-à-vis des gens. Je pense qu'en France, on est assez bien lotis, on a la chance d'être assez bien compris, que ce soit par les personnes qui nous entourent, que ce soit par l'État, qui, on y reviendra, met en place des choses pour que ce soit de plus en plus facile. Donc, je pense qu'on a une certaine chance, en tout cas vis-à-vis de certains pays, comme j'ai pu en parler d'Afrique. C'est clair qu'il n'y a pas photo, on est tellement mieux ici. J'imagine que dans les pays où il n'y a pas la guerre, ça doit être beaucoup plus simple déjà. Et ensuite, je pense qu'en France, c'est pas encore trop difficile parce que on est un pays avec quand même des valeurs très anciennes et bien fondées, même si elles sont parfois, même très souvent bâclées, surtout à l'heure actuelle avec toutes les polémiques qu'il peut y avoir en ce moment. Mais je pense que ça doit être beaucoup plus simple en France qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'une transition achevée ? Je pense qu'une transition achevée, c'est... Je pense qu'on peut considérer une transition comme étant achevée à partir du moment où la personne qui transitionne considère qu'elle est achevée. En aucun cas, l'opération de réhabilitation est une fin en soi. En aucun cas, une transition demande à ce qu'on prenne des hormones. En aucun cas, on est obligé de travailler sa voix. Tout ça, c'est uniquement au gré de la personne. Si elle souhaite avoir des hormones dans son corps, c'est son choix. Si elle souhaite travailler sa voix, c'est son choix. Si elle souhaite se faire opérer, c'est également son choix. Et il y a qu'elle qui peut définir à partir de quel moment sa transition est terminée. Je pense qu'à partir du moment où socialement et moralement dans nos baskets on se sent vraiment à l'aise, je pense que c'est à partir de là qu'on a achevé sa transition. Bah, c'est une question assez intéressante et c'est une question assez intéressante et je dirais que ça dépend de chacun parce que pour moi le parcours de transition c'est un parcours qui est profondément personnel et qui est vraiment en fait dans le rapport à soi, dans le sens où certaines personnes considèrent que la transition c'est quelque chose qui se fait aussi. C'est faut transitionner pour être transgenre, toutes les personnes transgenres transitionnent, déjà ça c'est pour moi c'est absolument faux. Il y a des personnes qui se considèrent comme transgenres et qui ne transitionnent absolument pas pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de santé ou même parce qu'elles ne se ressentent pas vraiment le besoin de transitionner. Donc voilà, et ensuite pour ce qui est des personnes transgenres et non-binaires qui font une transition, il y a toutes les options de transition, il y a les chirurgies de changement de sexe, il y a le traitement hormonal, il y a encore plein de possibilités, il y a aussi le travail avec par exemple les orthophonistes pour la voix. Et ça je pense que c'est vraiment dans le rapport à chacun c'est en rapport avec ce que la personne a envie de faire, besoin de faire aussi.
si la personne ne ressent pas forcément le besoin d'une transition, finalement c'est un peu une transition qui est achevée avant de recommencer, mais c'est tout aussi valide. Je pense qu'il y a des mesures à prendre pour l'égalité de tous. Pas nécessairement au niveau de... Enfin, idéalement si, au niveau salarial, à tout ce niveau-là, mais je pensais aux universités où la mention du prénom d'usage serait quelque chose de bien sur le territoire national, et pas dans certaines facs seulement. Avoir des toilettes mixtes, rien que ça, ce serait déjà bien, sur tout le territoire français aussi, et pas avoir à utiliser les toilettes handicapées parce qu'on se sent pas assez bien dans l'un ou dans l'autre. Ce serait ne pas avoir à expliquer à tous les profs à chaque début de semestre que le prénom correspond pas, etc. Enfin, ça faciliterait pas mal les choses au niveau administratif si on avait une petite feuille justement qui indiquait prénom d'usage, etc. Alors, le fait d'être une personne transidentitaire, évidemment, ça rend l'intégration dans un milieu scolaire ou professionnel plus difficile. Typiquement, dans mon cas, étant donné que je n'ai pas encore eu la chance d'avoir des démarches administratives abouties, il a fallu que j'explique à mon école que malgré ce qu'il peut y avoir sur ma carte d'identité, malgré administrativement ce que je suis, il fallait quand même néanmoins me considérer comme Manon, parce que c'est la personne que je suis, réellement. Et j'ai la chance que mon école m'ait extrêmement bien accepté. Et d'ailleurs, avant ça, j'avais été à la faculté. Et là aussi, ça s'était plutôt bien passé. Puisqu'avec la foule, avec le nombre de personnes qu'il y a dans les amphis, finalement, on s'en rend pas compte. Et au niveau professionnel, alors j'ai pas encore eu l'opportunité d'avoir une vraie expérience professionnelle concrète. Là, j'ai fait ma demande pour une procédure de changement de prénom qui devrait arriver dans un mois à peu près. Et à la suite de ça, j'aimerais faire ma procédure de changement d'état civil. J'espère que ce sera pas trop long. J'aimerais ne pas rester 3 ans de plus sur le territoire à attendre, à pas pouvoir voyager comme je le voudrais. Pour moi, c'est un blocage, ouais. C'est tout bête, mais c'est les tickets de train nominatifs qui vont me gêner. C'est la peur parfois de passer la frontière et de me dire si je me fais contrôler, les mecs vont rien comprendre parce que ma photo d'identité ne me ressemble absolument plus aujourd'hui. Et c'est pas un bête papier fait par un médecin qui va valoir un poids en fait, pour moi. Sitting here waiting for my mother. Lady Luck. Lady Luck. And don't you touch anything. All right.
it's better to leave anyway. They say life would be better anywhere else. I am stuffing dreams under your pillow, and you sleep on them at night. Who are you to set any rules? Drinking my coffee, smoking